Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment Sentinel-One permet de protéger contre les menaces. Alors, première chose, on a un premier moteur d'intelligence artificielle et de machine learning qui est basé sur le real-time file analysis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un moteur qui va commencer à voir et à détecter, faire de la prévention sur les fichiers lors de la pré-exécution. Ça veut dire quand je suis en train de télécharger le fichier. Quand je télécharge le fichier, je fais une analyse statique de l'intelligence artificielle. On fait une analyse statique sur le fichier qui est téléchargé. Donc, le fichier qui est téléchargé, ça peut être des ELF, ça peut être des portables exécutables de Windows, ça peut être des docs, des PDF, etc. Donc, tout cela va être analysé lors du téléchargement. Et je vais me baser bien sûr sur des baselines de machine learning, sur de l'intelligence artificielle pour détecter cela. Et bien sûr, la force de Sentinel-One par rapport aux autres éditeurs, c'est que la détection se fait en local sur la machine. Contrairement aux autres éditeurs, tous les autres éditeurs, sans exception, ont besoin d'une connexion cloud pour pouvoir fournir un service de machine learning ou d'intelligence artificielle. Or, Sentinel-One permet de faire tout ça en local. Si j'ai une connexion Internet, je suis protégé, pardon. Si je n'ai pas de connexion Internet, je suis également protégé. Tandis que sur les autres EDR, si je n'ai pas de connexion Internet, tout simplement, l'agent ne fait plus son travail comme il faut. Mais excusez-moi, ça suppose que la machine elle doit être performante pour exécuter un peu d'intelligence artificielle et tout ça. Non? Très bonne question. Les performances exigées par l'agent, c'est entre 200 et 220 mégas de mémoire et 2% de CPU sur les machines. Donc, je pense que c'est pas D'accord. beaucoup. Mhm. Et c'est aussi une grande valeur ajoutée de Sentinel-One, c'est de développer des agents autonomes avec le minimum de consommation en termes de ressources au niveau de la machine. Il n'y a pas besoin de corrélation entre le console, mais l'agent il est autonome, il fait toutes les corrélations et au fait, il est fait donc au niveau agent et, et avec le minimum de ressources. C'est des patentes, c'est des patentes qui ont été déposées à ce sens, qui font la différence par rapport aux autres EDR sur la place. Parce que les autres, tous, ils ont besoin de corrélations qui se basent au niveau de la console. Au niveau de la console. Et ça, c'est une des forces de Sentinel-One qui fait qu'il le distingue des autres. Même en offline, on coupe le réseau, on coupe tout. Sentinel continue à travailler, continue à protéger en pré-exécution et en post-exécution, comme je vais vous l'expliquer, Sylvie, tout de suite. Exactement. Merci beaucoup, Sinizar, pour les explications. Et donc, comme a expliqué Sinizar, donc ça, c'est la partie pré-exécution. Alors, qu'en est-il de la partie post-exécution et pourquoi j'ai besoin d'une partie post-exécution? Si, par exemple, je ne détecte rien sur un fichier, et c'est quand je l'ai exécuté qu'il y a une macro qui a commencé à faire le travail. Le malware était dormant, et quand je suis rentré sur le fichier, c'est là où il a commencé à faire le travail. Alors, tout simplement, c'est pas le moteur de Real-Time File Analysis de pré-exécution qui va commencer à détecter, mais euh, lors de l'exécution. Ça veut dire que ça sera le behavioral analysis, une étude du comportement du malware. Quand je détecte qu'il y a un comportement malicieux, directement, je vais bloquer la menace. Pourquoi j'ai besoin également de ce moteur? Parce que tout simplement, l'attaque peut être une fileless attaque. Ça peut être un script, ça peut être du PowerShell directement qui est exécuté.
Et donc, ce n'est pas quelque chose que je peux voir avec l'analyse en temps réel. C'est quelque chose que je vois sur le comportement de la machine. Et donc, directement, dès que je vois qu'il y a un script exécuté qui va faire un comportement malicieux, c'est directement l'analyse comportementale qui entre en jeu. C'est un deuxième moteur d'intelligence artificielle qui rentre en jeu pour pouvoir faire la détection dans ce sens. Et bien sûr, dès que je détecte et je fais de la prévention, ça veut dire j'arrête l'attaque, j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de faire de la remédiation. La remédiation sur Sentinel-1 peut se faire d'une manière automatique, de telle sorte à ce que je peux, bien sûr, tuer des process. Je peux mettre des fichiers en quarantaine et les chiffrer. Je peux faire du contrôle applicatif, voir quelles sont les applications qui sont installées sur une machine, déconnecter, isoler une machine, faire du clean-up en utilisant la storyline qu'on a vue, et bien sûr faire un rollback si nécessaire. Alors, comme vous avez pu le voir sur Sentinel-1, sur le MITRE ATT&CK, déjà qu'on a une détection de 100%, mais on offre le rollback. Alors, le rollback, c'est principalement pour les 0,001% s'il y a quelque chose qui a été modifié à travers un malware ou un ransomware. Même si on l'a bloqué et il a modifié quelque chose, alors les 0,001%, ça va nous permettre de revenir à l'état initial du fichier ou du process. Et bien sûr, oui. Bien sûr, Sénézar, il y a une question. Là, ce n'est pas une question, juste, je voulais préciser, revenir à la machine learning, pré-exécution, post-exécution, c'est d'insister sur le comportement, le behavior dynamique, c'est d'insister sur le mot dynamique. Si tu peux expliquer, c'est-à-dire au début, hein, en pré-exécution, c'est une machine learning, c'est une analyse de fichier avec la machine learning, avec l'intelligence artificielle statique, c'est-à-dire il y a des comportements qui sont des comportements connus, on va l'analyser contre ces comportements connus, en pré-exécution. Une fois que il y a eu une exécution donc au niveau ou un comportement au niveau de la machine en post-exécution, donc on passe à utiliser ce qu'on appelle la dynamique behavior. C'est l'intelligence artificielle dynamique. L'intelligence artificielle dynamique, ça veut dire la modélisation dynamique. On va travailler sur des modèles d'extrapolation par rapport à des modèles connus. Donc, de donner donc des coefficients pour classifier cet incident comme un incident assez important, c'est comme une attaque. Et ça permet de protéger, surtout au niveau zéro-day attack. Quand il y a des attaques qui sont inconnues, en zéro-day attack, c'est toujours le cas. Chaque jour, on entend parler de zéro-day attack. Donc, le modèle dynamique d'intelligence artificielle comportementale dynamique de Sentinel-1, il a fait ses preuves, il est très efficace. Et la plupart des EDR, je dirais, ils travaillent en mode statique, en mode statique, un modèle d'intelligence artificielle statique. Exactement, Sénézar. Très, très bonne explication. J'aurais pas fait mieux. يعطيك الصحة يا نزار. On continue. D'accord, donc on continue. Et en fait, jusqu'à présent, ce que vous voyez ici, c'est la partie, on va appeler ça EDR. Et je vais appeler ça EDR classique Sentinel-1. Parce qu'il y a une autre partie qui s'ajoute à la partie EDR, qui est la Deep Visibility and Response. La Deep Visibility, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir collecter plus de métriques. Les métriques que je vais connecter peuvent être de l'ordre des requêtes DNS qui sont faites, les IP que je suis en train de voir qui sont en train de contacter mes machines avec lesquelles je suis en train de faire des transactions au niveau réseau. Et donc, ça peut être toutes sortes de logs que je vais générer. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces logs? Je vais tout simplement les envoyer vers un tenant et les stocker.
par défaut, Sentinel-One donne 14 jours de rétention et ça peut aller jusqu'à une année. Ça peut être étendu jusqu'à une année. Le but derrière cette rétention, c'est tout simplement de faire de l'analyse historique. Ça veut dire tout simplement qu'un hacker, quand il va essayer d'avoir accès à mon réseau, eh bien, première chose, c'est il va pas rester, il va pas exécuter tout simplement l'attaque sur place. Non, il peut rester plusieurs jours, il peut faire quelques manipulations, ce qu'on appelle les slow and low attacks. Donc, ça va être petit à petit, il va commencer à prendre la main sur quelques machines, essayer de voir faire des sauts d'une machine à une autre machine. Donc ça peut prendre du temps. Et donc, si à un certain moment, je détecte l'attaque et je veux faire une analyse historique, eh bien, j'aurai besoin peut-être d'une rétention spécifique pour pouvoir faire du threat hunting sur une durée spécifique. Par la suite, bien sûr, quand on est en train de parler de logs, de gestion des logs, etc., ça va tout simplement être dans le principe on parle du principe d'un SOC. Et dans le SOC, bien sûr, les hackers, ou plutôt les analystes, quand ils vont détecter une attaque, ou quand il y a une nouvelle attaque, ils sont toujours en mode est-ce que l'agent que j'ai installé peut détecter cette attaque ou non. Certes, Sentinel-One, à travers le moteur Behavior Analysis, peut détecter, mais Sentinel-One sont partis beaucoup plus loin dans la détection et ils ont créé ce qu'on appelle les Star Watchlist, donc Storyline Active Response. Les Storyline Active Response, c'est tout simplement des règles que vous pouvez créer vous-même pour pouvoir détecter de nouvelles attaques. S'il y a une nouvelle attaque que vous voyez, je dis n'importe quoi, mais à l'époque, il y avait l'attaque Shell Shock, et on connaissait comment le pattern du Shell Shock s'écrivait. Donc, ce qu'on pouvait faire, même si Sentinel-One pouvait défendre, je pouvais créer une règle pour être vraiment sûr à 100% et être proactif. Et donc, je crée une règle pour détecter Shell Shock. Ça, par exemple, un use case qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire également, c'est que je peux me connecter directement sur les postes des clients à travers un remote shell qu'offre la solution. Et donc, sur le remote shell, je peux tout simplement me connecter sur sur une machine cible. Bien sûr, il va me demander d'avoir une double authentification. J'aurai besoin de configurer une double authentification sur Sentinel-One. Et dès que j'ai configuré cette double authentification, je pourrai à chaque fois accéder à une machine et pouvoir voir quels sont les process exécutés. Sentinel-One, s'il me montre qu'il y a des process suspicieux, je peux supprimer ces process, par exemple manuellement. Et aussi, je dirais, même au niveau investigation, il y a parfois des process qui ne sont pas suspicieux au sens large, mais par rapport à l'entreprise. Par rapport à l'entreprise. Par exemple, nous avons par exemple quelqu'un nous avons une machine, par exemple, qui envoie vers une adresse IP en Tunisie, d'une manière illégale. Il n'y a pas un programme qui a été installé dans les règles de l'art. Il n'est pas détecté en tant que un comportement maléfique. Mais par contre, il envoie des données, il échange des données avec une adresse IP en Tunisie, quelque part. Donc, quand on a découvert ce comportement, donc l'adresse IP elle n'est pas déclarée en tant qu'une adresse réputée. Voilà, il n'y a pas d'une action maligne. Mais pour nous, ce programme-là, c'est pas un espion, c'est une entité, c'est un programme qui envoie vers un truc tout à fait légal. Pour nous, c'est un comportement d'ordre subjectif, c'est un comportement maligne que nulle part, aucun EDR, aucun CIEM sur Terre, un autre équipement va vous dire que c'est un truc, c'est une attaque. Pour nous, on considère que c'est quelque chose de maligne pour nous, que c'est un comportement désirable. Donc, on a configuré le Sentinel-One pour qu'il puisse couper cette liaison. Ça, c'est une appréciation qui est propre à l'entreprise. C'est pas qu'il n'y ait pas une attaque, au vrai sens du terme. Mais pour nous, c'est un danger. Pour nous, c'est un danger. Exactement.
Ça permet de bâtir plusieurs use cases, même sur les actions bénignes. C'est ce que je voulais dire, yani, même sur des actions bénignes. Yani, on ne veut pas, par exemple, que quelqu'un, un PC, rentre sur, par exemple, la partie télédiffusion. Indépendamment du firewall, on peut couper ça à partir de. On déclare ça d'une manière, on construit un use case à partir de ça, et on déclare que quand il y a quelqu'un qui essaie de toucher à la partie métier, proprement dit, télédiffusion, à partir de l'IDAR, etc., ça déclare une alerte, et on peut le déclarer en tant qu'une action suspicieuse et couper les tuyaux. Exactement. Je parle sous ton contrôle, corrige-moi si je me trompe. Bien sûr, c'est tout à fait. Non, c'est tout à fait ça, c'est Nida. C'est tout à fait ça, c'est Nida. Donc ça complémente. Il y a beaucoup, autres que les attaques connues, autres que les ransomware, dans la threat hunting et l'investigation, il y a pas mal, je ne dirais pas beaucoup, mais il y a pas mal de use cases qui sont personnalisés en fonction du métier de l'entreprise. Qui m'a par exemple une banque, parfois une banque nous demande, une banque nous a demandé pour un autre use case, pas pour SentinelOne, mais dans un autre contexte, elle nous a demandé de voir les chefs, les agences, de voir les agences qui se connectent sur le compte d'une autre agence, de nous donner les statistiques des agences qui essayent de voir les comptes qui ne sont pas chez eux, pour voir ce qui se passe. Parce que quelqu'un d'une agence qui consulte un compte d'une autre agence, pour eux, c'est pas une attaque déclarée au sens au mitre, etc., etc. Mais pour eux, c'est quelque chose qui les gêne beaucoup. Ça, c'est un use case, c'est un use case personnalisé. Donc, en fonction de votre métier, je ne dirais pas les applications à couche applicative, mais non, mais au niveau de communication, etc. Donc, on peut, et les AI aussi, on peut construire plusieurs use cases personnalisés pour l'Office national de télédétection, indépendamment des use cases, des attaques, des ransomware que vous connaissez, pour lesquels SentinelOne a montré son efficacité. Et c'est ça la valeur ajoutée de Deep Visibility. Exactement, c'est Nida.